Merci à tous d'être présents à ce séminaire interne. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de présenter ce travail portant sur l'évaluation médico-économique de la toxine dans la prise en charge des dysménorrhées dirigée par Dr Siani, ma directrice de thèse. Cette présentation va s'articuler en quatre grands points, notamment la présentation du projet de recherche, les études qui ont découlé, notamment l'évaluation clinique, médico-économique, et puis une conclusion. Donc, au niveau des études, nous allons présenter les méthodes et les résultats obtenus et faire une synthèse de tout le travail par la suite, en fin d'étape. Le contexte, la thèse a été réalisée ou la recherche en collaboration avec le Centre de recherche la santé en santé de la femme, qui est un centre qui est basé en Est en province. Notre projet de recherche résulte d'une constatation des cliniciens gynécologues sur la toxine botulique. La toxine botulique, c'est une neurotoxine qui agit, qui est un agent bloquant, qui agit au niveau des jonctions synaptiques pour entraîner une relaxation transitoire du muscle squelettique. Donc, elle était initialement utilisée dans les troubles neurologiques. Elle a démontré une efficacité dans l'hyperactivité vésicale. Par conséquent, les gynécologues estiment qu'elle pourrait aussi avoir une efficacité dans les dysménorrhées sévères caractérisées par une hypercontraction du myomètre. Ainsi, nous passons donc, après le contexte, nous abordons donc les objectifs. Nous avons deux types d'objectifs dans ce projet de recherche. Il y a l'objectif de la recherche et il y a l'objectif de la thèse. En ce qui concerne l'objectif de la recherche, elle se stratifie en deux grands points, notamment l'objectif clinique et l'objectif médico-économique. L'objectif clinique, il s'agit d'évaluer l'efficacité de la toxine botulique plus le traitement conventionnel chez les patients dysménorrhiques. Et l'objectif médico-économique, c'est d'évaluer l'efficience et l'impact budgétaire de la toxine selon la perspective de l'assurance maladie. Donc, ces deux objectifs ont découlé différentes études, notamment l'évaluation clinique et l'évaluation économique. Au niveau de l'évaluation économique, nous avons utilisé deux types de méthodes, notamment la méthode en vie réelle et la méthode de modélisation qui vont nous permettre de définir l'objectif de thèse qui est d'évaluer l'impact du type d'étude, de la méthode d'analyse et la source de données dans la prise de décision institutionnelle, c'est-à-dire de voir si la décision change selon la méthode d'analyse et les données disponibles. Donc, nous abordons donc la première partie du travail, qui est l'évaluation clinique, qui a permis de publier un article clinique qui a été publié au niveau du journal européen en avril 2023, avec plusieurs auteurs, notamment du Centre de recherche de la santé de la femme et Dr Sani. Donc, l'objectif de l'évaluation clinique était d'évaluer l'efficacité clinique de la toxine botulique à partir des données de qualité de vie, de consommation de soins des patients. Donc, au niveau de la méthode de l'étude clinique, il s'agit d'une étude rétrospective de type avant et après, en vue d'évaluer l'efficience, l'efficacité clinique et l'efficience en vie réelle. Donc, dans cette méthode, nous avons comparé les données de qualité de vie à partir des échelles EQVAS, PGI, EQ5D et FSI. Nous avons aussi comparé la consommation de soins, c'est-à-dire la quantité de médicaments consommés entre les deux phases, avant et après l'injection de la toxine botulique, comme le montre notre schéma d'étude. Donc, les patients étaient suivis 1 an avant l'injection et 1 an après l'injection. Donc, toutes les données quantitatives des patients ont été évaluées à partir du test de student pour série à parier et les variables qualitatives ont été comparées à partir du test de Ki2 de McNemar. Donc, les premiers résultats de l'évaluation clinique montrent nous avons évalué la réduction de la douleur à partir de l'échelle FSFI. Donc, on constate que pour le groupe de patients chez lesquels la proportion de patients, le groupe de traitement pour lequel la proportion de patients est faible, on démontre une efficacité de notre traitement. On remarque bien donc dans le tableau que dans le groupe toxine botulique plus traitement conventionnel, la proportion de patients présentant des douleurs après l'injection est beaucoup plus faible que celui du traitement conventionnel. Et cette différence est significative au seuil de 5%. Ce qui démontre aussi que le traitement plus ou moins est efficace. En ce qui concerne le deuxième point des résultats, l'amélioration de la qualité de vie a été mesurée par différentes
différents questionnaires, le PGI, Patient Global Impression, le VAS qui permet de donner le PGI qui permet de donner la satisfaction, qui permet de mesurer la satisfaction du patient, le VAS qui permet de démontrer aussi l'amélioration de l'état général du patient et le QCND, la préférence du patient. Donc, les résultats sont présentés dans le tableau 2 et on constate aussi que l'amélioration de la qualité de vie dans cette partie de l'étude se traduit par une augmentation du score dans le groupe des patients dans le groupe des patients sous traitement de toxine botulique plus traitement conventionnel. Donc, dans le groupe 2, les scores sont beaucoup plus augmentés. La différence entre le groupe toxine innovant et standard, la différence est statistiquement significative au niveau des 3 échelles de mesure que nous avons indiquées. Donc, on peut aussi dire d'emblée que la toxine botulique plus le traitement conventionnel conduit à une amélioration de la qualité de vie. Donc, le 3e point que nous avons mesuré dans cette évaluation clinique, c'est la consommation de soins. Nous partons du principe selon lequel, lorsque le patient est en amélioration de son état de santé, sa consommation de soins diminue, par principe. Donc, nous avons utilisé la méthode ISM-ELF qui permet de décompter le nombre de comprimés qui ont été consommés par le patient et de les comparer. Donc, nous avons comparé la consommation de soins en termes d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, de traitements hormonaux et autres traitements. Et dans le tableau, on constate bien que lorsque les patients sont sous traitement de toxine botulique, leur consommation de soins en traitement en anti-inflammatoire non stéroïdien diminue. Dès l'instant où on introduit la toxine botulique. Donc, la toxine botulique, aujourd'hui, constitue un élément de réduction de consommation de traitement standard. Donc, dans le groupe avec moins de consommation de médicaments, pourrait traduire aussi une efficacité, éventuellement, une économie pour la collectivité. Donc, ça me permet d'archiver sur la conclusion, comme j'abordais d'entrée. L'introduction de la toxine botulique dans la prise en charge a démontré une amélioration significative des symptômes douloureux, de l'activité sexuelle, de la qualité de vie. Il en résulte donc une diminution de la consommation de soins, une réduction des absences au travail, ce qui pourrait entraîner des économies substantielles pour le système de santé et la collectivité. Donc, après cette première présentation sur l'évaluation clinique, nous allons aborder aussi l'évaluation médico-économique qui a conduit à produire 2 articles qui sont en cours de soumission. Un article sur le cost effectiveness analysis et puis un article de modélisation. Ce sont ces 2 travaux que nous allons comparer dans la partie médico-économique et voir si le type de méthode ou le type d'étude ou la source de données a un impact sur la prise de décision. Donc, nous abordons donc l'objectif qui est général aux 2 méthodes, notamment l'évaluation de l'efficience, c'est-à-dire le rapport coût-efficacité de la stratégie par rapport à la stratégie standard, selon les 2 méthodes en vie réelle et modélisation, à partir d'un ratio coût-efficacité incrémentiel. Donc, ça, c'est l'objectif qui est commun aux 2 études. Les méthodes qui sont communes aussi aux deux études, en ce qui concerne la perspective dans les 2 études, nous avons utilisé la perspective d'assurance maladie, le payeur de soins. L'horizon temporel dans les 2 études était d'1 année. La mesure de coût, c'était la somme du coût direct plus les coûts indirects. Le critère d'efficacité qui est utilisé dans ces 2 études, c'est le QALY. Le critère de jugement, c'est le ratio coût-efficacité incrémentiel qui permet de définir si la stratégie est efficiente. Dans cette étude, le seuil d'efficience que nous avons défini est de 30 000 euros. Bon, en France, il n'existe pas de seuil. Nous sommes basés sur un seuil qui a été défini par l'UNICE dans certaines études qui varient entre 20 000 et 30 000 livres sterling. Pour compléter la prise de décision, en plus du ratio coût-efficacité incrémentiel, qui est le critère de jugement, nous avons aussi associé le bénéfice net incrémentiel. Donc, qui me permettra de dire que la stratégie est efficiente et remboursable lorsque le bénéfice net incrémentiel est supérieur à 0. La différence entre les 2 méthodes se situe au niveau de la source de données. Donc, au niveau de l'étude en vie réelle, les données proviennent de l'étude clinique pilote, contrairement à l'étude de modélisation, où les données proviennent de toute une cohorte du CRF et aussi des données de la littérature et avis d'experts. Nous allons aborder principalement la méthodologie de l'étude de modélisation.
Donc, en ce qui concerne la modélisation, nous avons procédé à une construction d'un modèle de Markov. Le modèle de Markov s'articule en 4 grands états de santé. Les principaux états de santé ont été définis à partir des scores VAS établis par des cliniciens. On constate que dans le premier état, il y a la douleur légère modérée lorsque le patient a un score VAS qui est compris entre 30 et 70 pour 70. La douleur est sévère lorsque le score VAS est inférieur à 30. On parle de succès de traitement lorsque le score est supérieur à 70. Cependant, dans les modèles de Markov, il faut définir un état absorbant. L'état absorbant, c'est le décès dans notre étude. Donc, nous avons intégré, bien qu'il n'y ait pas de décès dans les dysménorrhées, nous avons associé un état appelé décès, à partir duquel le patient ne transite plus. Les scores dans l'état de décès ont été définis à partir des sources de l'INDES que nous avons récupérées dans la littérature. Donc, les flèches dans notre modèle de Markov traduisent les transitions entre les états de santé, c'est-à-dire que le patient peut évoluer d'un état de douleur légère modérée à succès, et lorsque son état se dégrade, il repart en douleur légère modérée, et ainsi de suite. Et évolue aussi dans l'état de décès de toute cause à partir des proportions définies dans la population française. La durée du cycle dans cette étude était de 6 mois. L'horizon temporel, nous avons défini plusieurs horizons temporels. Dans cette étude, je vous présente juste les résultats de l'horizon temporel sur 1 an. Nous avons aussi des résultats sur 5 ans et 10 ans. Donc, les paramètres du modèle de Markov. Les paramètres du modèle de Markov que nous avons utilisés sont la probabilité de transition, le coût et l'utilité. La probabilité de transition, c'était le nombre de patients, le nombre d'événements que nous observons sur le nombre de personnes suivies. Le coût est la moyenne des ressources qui ont été consommées dans chaque état de santé, notamment la douleur légère modérée, les dysménorrhées sévères, le succès. Donc, l'utilité aussi est la moyenne d'utilité dans chacun des états. Dans l'incertitude, ici, dans cette étude, dans les 2 études, l'incertitude sur les paramètres du modèle ont été prises en compte par l'analyse de sensibilité déterministe. L'incertitude statistique liée à la fluctuation due à la fluctuation de l'échantillonnage a été analysée par l'analyse de sensibilité probabiliste. Donc, le résultat déterministe nous montre que au ratio coût-efficacité incrémentiel, des 2 études, dans l'étude en vie réelle, nous avons moins 981,98 quali gagné, et l'autre, en modélisation, nous avons moins 1651 quali gagné. Donc, on constate que nos 2 ratios coût-efficacité incrémentielle sont inférieurs au ratio d'efficience seuil, et que nos bénéfices incrémentiels aussi trouvés sont supérieurs à 0. Donc, on peut donc dire que d'emblée, les résultats sont plus ou moins positifs et que notre stratégie est plus ou moins efficiente. Donc, en ce qui concerne aussi l'analyse de sensibilité probabiliste, les résultats sont plus ou moins identiques. Au seuil de 30 000 euros, la stratégie est inférieure la stratégie innovante est inférieure à 30 000 euros, elle est plus efficiente, donc nos résultats sont confirmés par l'analyse de sensibilité probabiliste. Pour l'analyse de sensibilité probabiliste, il faut dire aussi que nous avons utilisé la méthode de Bootstrap, qui a permis de définir la méthode de Monte Carlo, qui a permis d'établir la courbe d'acceptabilité. La courbe d'acceptabilité permet d'établir en fait la probabilité d'efficience des stratégies. L'intérêt de l'évaluation pour le décideur, c'est de connaître la probabilité qu'il a de prendre la bonne décision, le degré de certitude qui lui permet de dire que l'innovation est plus efficiente que la stratégie standard. Donc, dans cette courbe, on constate qu'au seuil de 30 000 euros ou au seuil de 20 000 euros, peu importe là où on se situe, notre stratégie est efficiente. Au seuil de 0 euros, la stratégie est efficiente à 75%. Au seuil de 20 000 euros, la stratégie est efficiente à 100%, 30 000 euros. Même si on part à 50 000 ou 100 000 euros, comme on le voit dans certaines études, en termes de ratio seuil d'efficience, la stratégie reste efficiente à 100%. Donc, la principale limite, c'est que nous avons observé dans cette étude, c'est que nous n'avons pas eu accès aux données du SNDS.
nos dossiers, c'est basé donc sur les dossiers de patients qui sont non exhaustifs. On avait aussi la faible taille de notre échantillon, N est égal à 20 pour l'étude clinique, ou du moins l'étude en vie réelle. Par contre, dans l'étude en vie, par contre, dans l'étude de modélisation, nous sommes basés sur un échantillon de près de 230 et quelques patients. Donc, la significativité du résultat on peut toujours le discuter. Nous avons aussi une étude de type avant et après qui ne permet pas de mettre en lien la causalité. En conclusion, nous disons que la stratégie innovante d'oxymoduler plus traitement conventionnel est la plus efficiente, elle conduit à une économie pour le système de santé et elle nécessite donc une inscription à la liste de produits remboursés. Donc, quelle que soit la méthode en ce qui concerne la conclusion de la thèse, parce que la première conclusion porte sur les outils de recherche, la conclusion de la thèse, c'est que quelle que soit la méthode utilisée, la source de données, la décision des décideurs ne changerait pas selon nos résultats. Ainsi s'achève ma présentation. Je vous remercie et je reste disponible si vous avez des questions.